Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui a pour but de nous éclairer, vous et nous, sur l'activité d'un organisme récent, le Conseil national de la refondation, autrement dit le CNR, dont François Bayrou est le responsable et dont le directeur général est David Jayes, bien connu de nos auditeurs, puisqu'il a jusqu'au moment où il a pris cette responsabilité, participé à nos conversations, et nous espérons d'ailleurs qu'il y reviendra et qu'il a déjà un goût de revenez-y. Et donc, David a accepté de nous éclairer sur l'activité, aussi sur les perspectives, mais sur l'activité de ce Conseil national de la refondation. Quand je dis nous, c'est Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne Blick. David Jayes, vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes essayiste, vous êtes diplômé de l'École normale supérieure et de l'ENA. En 2017, vous avez rejoint l'Inspection générale des finances. En 2021, vous êtes devenu directeur de la stratégie et de la formation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et depuis près d'un an, vous êtes le rapporteur général du CNR dont je viens de parler auprès du haut-commissaire au plan, François Bayrou. Le CNR a été créé le 8 décembre 2022 par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est une instance de concertation au sein de laquelle citoyens, associations, professionnels et élus sont amenés à échanger et à proposer des solutions sur les grands enjeux de demain. Vous travaillez dans ce cadre sur les 9 thématiques identifiées par le gouvernement relatives au plein emploi, à l'école, à la santé, au logement et aux transitions écologiques et démographiques. Le CNR se présente d'abord comme une méthode nouvelle pour construire les politiques publiques. Il s'agit de répondre au sentiment de mal-être démocratique partagé selon un sondage IFOP récemment publié par 64% des Français dont une majorité se déclare favorable à davantage d'inclusion et de participation des citoyens. Par exemple, 76% souhaitent élargir l'usage du référendum et 66% se déclarent partisans du développement de conventions citoyennes. La méthode CNR, quant à elle, consiste à associer citoyens, corps intermédiaires et représentants élus à la prise de décision. Elle souhaite redonner du pouvoir aux acteurs de terrain dans le cadre de concertations locales, les CNR territoriaux, qui aboutissent à des projets concrets de petite échelle. L'instance faciliterait les compromis et permettrait de bâtir du consensus sur la situation de la France et son avenir, selon les mots du président de la République. À son démarrage, le CNR a cependant été boudé par l'opposition politique et syndicale. Après le Rassemblement national et la France insoumise, le président du Sénat, Gérard Larcher, avait décliné l'invitation, craignant que le Parlement ne se fasse court-circuiter par cette nouvelle instance. Mais face à la méfiance des députés et des sénateurs, le porte-parole du gouvernement a dû affirmer que le CNR ne sera ni un préalable ni un substitut au Parlement, tandis que le haut-commissaire au plan exhortait les députés de la majorité à s'emparer de ce nouvel outil. Depuis son lancement, le CNR a recueilli plus de 100 000 contributions citoyennes dans le cadre de sa consultation nationale en ligne. Plus de 17 000 établissements scolaires sont engagés dans une démarche de concertation locale. 250 CNR ont été tenus dans les établissements de santé et bénéficieront à terme d'un budget de 30 millions d'euros. Enfin, des CNR sur le climat et la biodiversité se déroulent actuellement dans plus de 60 territoires afin d'adapter la transition écologique aux particularités locales. Au niveau national, les conclusions du CNR Jeunesse ont été rendues publiques le 21 juin. Elles ont nourri le plan jeunesse du gouvernement comportant notamment l'abaissement de l'âge légal de conduite à 17 ans, la rénovation de certaines résidences universitaires ou l'évaluation des savoirs verts en fin de collège. Quelques mois auparavant, les conclusions du CNR avaient abouti au plan logement d'Elisabeth Borne et à la proposition de loi pour le bien vieillir en France dont l'examen sera bientôt repris par l'Assemblée nationale. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. La première question à laquelle il faut répondre, je pense, c'est le trouble ou le malaise dans lequel l'annonce de la création du CNR a jeté les représentants, les députés et sénateurs, comme Philippe l'a rappelé dans son introduction. C'est une discussion qu'on a déjà eue ici, notamment avec Jean-Louis Bourlange à propos de la Convention citoyenne sur le climat ou de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui ont été vécues, selon moi à tort,
mais tout de même vécue comme ça par des parlementaires, comme Jean-Louis Bourlange, comme une espèce de déni du travail des représentants élus, et donc d'une volonté même de fragiliser, si on dramatise un peu la démocratie représentative. Et donc, comment voyez-vous la place de ce dispositif par rapport à, disons, à ces grands principes de la démocratie représentative? David Chase. D'abord, merci pour votre invitation. Je ne suis pas trop intimidé parce que j'ai l'impression de revenir dans des terres connues, un peu retour au pays natal d'une certaine manière. Et merci pour votre question. Je pense que ce qui a pu jeter un peu le trouble au moment de l'annonce de la création de cette démarche de refondation, c'est la concomitance avec le calendrier des élections législatives qui a donné à tort l'impression que c'était une initiative pour concurrencer ou contrecarrer le Parlement. Il n'en est rien, puisque le rôle du Parlement, c'est d'être les institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui votent la loi. Et c'est donc le lieu où s'exerce la souveraineté politique. L'ambition de la démarche de refondation est tout autre. Et permettez-moi de m'étendre un peu là-dessus, parce que je crois qu'il y a eu un certain nombre de malentendus au moment de sa création qui ne se sont toujours pas dissipés. La conviction qui était celle du président de la République lorsqu'il a souhaité engager cette démarche, et qui est partagée aussi par François Bayrou, le haut-commissaire au plan, et que je partage aussi, c'est que nous ne vivons pas des temps ordinaires. Depuis 2008, la France et ses voisins européens sont frappés par une crise financière d'abord, qui s'est transformée en crise économique systémique, une pandémie planétaire dont nous sortons à peine, le Covid, une accélération du changement climatique et plus largement des bouleversements écologiques, et que toutes ces crises, tous ces dérèglements, toutes ces perturbations sont de nature à lézarder profondément notre contrat social. Mais elles sont aussi porteuses d'opportunités. Et la démarche de refondation, c'est au fond l'idée qu'il y a de grands pans de notre contrat social que nous avons très largement hérité de l'après-guerre, qu'il faut remodeler et repenser. Au fond, si je résume avec la délicatesse d'Attila les grands traits du contrat social français d'après-guerre, vous avez un État et une technocratie qui a assuré, au fond, la traction de notre modèle social, lequel reposait sur deux jambes, une jambe productive, économique, très largement à la main de l'État, avec les nationalisations, avec la très grande concentration d'un capitalisme public, sur laquelle on pourra revenir, et puis une jambe sociale, en l'occurrence la sécurité sociale, avec cette démocratie sociale dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, laquelle démocratie sociale a été très largement, en réalité, organisée par l'État et par le législateur. Et ce qu'il se passe depuis quelques décennies, et qui s'accélère avec les crises dont je parlais à l'instant, c'est que la jambe productive a été profondément fragilisée par les grands dérèglements, et notamment la mondialisation, l'ouverture des échanges. Nous avons aujourd'hui une base productive qui est très affaiblie. La part de l'industrie dans le PIB est inférieure à 10%. Et une jambe sociale qui, par voie de conséquence, est elle aussi profondément déséquilibrée, puisque le modèle d'après-guerre reposait sur l'idée que l'accélération de la croissance, de l'industrie, des gains de productivité permettait de financer une sécurité sociale et une sorte d'assurance sociale tout risque pour la population. Et cette jambe sociale a continué à grossir, mais beaucoup plus au moyen de l'endettement qu'au moyen de la force productive. Donc il y a un besoin profond de faire bouger les lignes et de repenser les partages, les grandes lignes de partage entre l'État, le secteur privé, le monde associatif ou le monde social. D'autant plus que depuis le paysage d'après-guerre que je brossais à l'instant, les choses se sont incroyablement complexifiées. On a une décentralisation qui est à l'œuvre. On a transféré des compétences à plusieurs niveaux de collectivités territoriales, on a créé des agences, on a eu la construction européenne, on a eu un certain nombre d'accords internationaux qui ont facilité le libre-échange, et donc on a une dilution de la responsabilité et de l'action publique. La refondation, c'est donc dans un moment de crise lourde, multidimensionnelle, de polycrise,
une démarche, au fond, de ressaisissement collectif pour essayer à la fois de retracer de nouvelles lignes de partage sur les grands secteurs de politique publique. Je pense au logement. Si vous prenez la politique du logement, la façon dont elle a été encodée à partir des années 1950, autour du logement social, autour des aides à la pierre, a été un extraordinaire succès. Ça a permis d'assurer l'effort de reconstruction de la France, de loger des populations qui n'étaient pas nécessairement solvables pour aller dans le logement privé et d'assurer une partie de l'aménagement du territoire. Simplement, ces fondamentaux sont aujourd'hui profondément fragilisés. Nous avons aujourd'hui le défi du grand âge, de la même manière, qui est un défi totalement nouveau, puisque la démographie change complètement. Et il y a aujourd'hui 4 millions de personnes entre 75 et 85 ans, il y en aura 6 millions dans 10 ans. Ceci va complètement modifier notre urbanisme, nos relations sociales, nos comptes sociaux, notre façon de nous déplacer et nos représentations collectives. Et donc, il y a un besoin pour ces grandes politiques publiques dont les fondamentaux ont été définis dans l'après-guerre et assez peu modifiés depuis, d'essayer de faire bouger les lignes. Ça, c'est ce que nous avons essayé de faire à travers les conseils de la refondation thématiques, comme celui dont vous parliez, Philippe, sur le logement, ou comme celui conduit par Jean-Christophe Combe sur le grand âge. Ça, c'est un premier pan de notre action. Il y a un second pan, encore plus important à mon sens, autour du service public. Pas besoin de le répéter, le service public, c'est un peu la colonne vertébrale de notre nation. C'est ce qui fait que la France n'est pas simplement, j'aime à le dire ainsi, une démocratie, mais aussi une république. C'est-à-dire, c'est un pays où la citoyenneté s'exerce, se vit à travers les services publics, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, en particulier les services publics d'éducation et de santé. Or, nous constatons que les performances de notre système de santé ou de notre système éducatif sont en train de se dégrader très sévèrement. Pourtant, nous y mettons toujours autant d'argent. Donc, que se passe-t-il ? Il y a un besoin de refondation aussi de ces services publics, mais cette fois-ci, en quelque sorte, dans la proximité avec l'usager. Il y a un besoin de réinvention profonde de ces services publics. Et c'est le sens des démarches que nous avons engagées dans l'éducation et dans la santé. Juste un mot sur l'éducation, peut-être pour vous faire comprendre ce que nous faisons. Longtemps, nous avons vécu avec l'idée que l'éducation, c'était le monopole de l'État. L'État, ses recteurs, ses enseignants qui étaient des fonctionnaires, qui portaient, en hussards noirs qu'ils étaient, la parole républicaine, qui assuraient l'alphabétisation des campagnes, etc. Il y a un proverbe africain qui dit « Il faut un village entier pour éduquer un enfant ». Nous sommes partis de cette conviction, c'est-à-dire que nous avons besoin de faire véritablement communauté autour de l'école. Dans un village, dans un quartier politique de la ville, l'école est un lieu dans lequel on rencontre des enseignants, des élèves, mais aussi des parents, des associations périscolaires, des acteurs économiques, des élus. Et la démarche du CNR Éducation, qui s'appelle « Notre école, faisons-la ensemble », est très simple. Nous avons proposé à tous les établissements scolaires français de rentrer dans la démarche sur la base du volontariat, sans condition, avec au fond une seule exigence, c'est une exigence méthodologique qui consiste à construire un diagnostic sur les difficultés de l'établissement. Pourquoi dans ce collège les élèves ont-ils autant de mal avec la lecture, ou pourquoi ont-ils autant de mal dans une école primaire à apprendre les mathématiques? Construire ce diagnostic avec les parents, avec les élèves eux-mêmes, c'est mieux. Avec les associations d'aide à la lecture, par exemple, sur le territoire. Et une fois que ce diagnostic rigoureux est construit et qu'on a identifié les points de faiblesse, on développe un projet de transformation pédagogique où on peut aller très loin, au fond, dans l'adaptation de l'école et de la politique pédagogique de l'école aux besoins particuliers des élèves. Et ce projet, l'État le finance à travers un fonds d'innovation pédagogique qui a été pourvu de 500 millions d'euros sur la mandature. Et surtout, les inspecteurs de l'éducation nationale, les chefs d'établissement, les recteurs, au fond, tous les personnels d'encadrement, ils ne sont plus là pour appliquer des circulaires, contrôler, censurer. Ils sont là pour aider, au fond, à sécuriser les diagnostics et ensuite à faire grandir ces projets. Et donc, c'est un véritable changement de paradigme que nous essayons
de mettre en œuvre dans l'école, mais aussi dans d'autres services publics. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a au moins un autre service public que j'ajouterai à votre duo pour faire un trio, c'est celui des transports. Je soutiens que la SNCF fait partie de l'identité des Français, que c'était un des éléments qui permettait de savoir justement à quelle République nous vivions et que ça n'est plus le cas. Et qu'on peut ajouter à la SNCF tout ce qui concerne les transports à l'intérieur des villes ou des grandes agglomérations, métropoles, notamment à Paris. Richard Verly. Oui, Philippe, vous avez rappelé en introduction la genèse de ce Conseil national de la refondation. Marc-Olivier a pointé du doigt les interrogations du Parlement, interrogations particulièrement vives et d'une partie de la classe politique. Et David vient de nous faire un formidable portrait de ce Conseil. Je crois qu'on a oublié peut-être 2 ou 3 choses. D'abord, une partie de l'étonnement, de la surprise, voire de l'opposition à ce projet vient des 3 lettres. CNR, et le fait que quand même une ambiguïté volontaire, à mon avis, a été au départ avec le Conseil national de la résistance, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était un peu présomptueux de la part d'Emmanuel Macron de se mettre dans les pas du Conseil national de la résistance. David, moi j'aimerais vous entendre là-dessus. Mais plus généralement, j'ai la chance peut-être de venir d'un pays, ou en partie d'un pays où la démocratie directe existe, où quelque part le Conseil national de la refondation est un exercice permanent, chaque votation est un Conseil national de la refondation. Et moi, ma question serait assez simple. Comment avez-vous trouvé les Français depuis que vous vous êtes mis à les fréquenter dans ce Conseil? Et notamment, ont-ils changé depuis la bataille sociale sur les retraites, et sentez-vous des colères, en tout cas les colères qui existent en France? Et la deuxième chose, j'avoue que je suis extrêmement séduit par votre argumentaire. J'ai été d'ailleurs l'un des rares correspondants étrangers à saluer l'initiative du CNR, bien mal m'en a pris, tout le monde m'est tombé sur le dos en disant que j'étais un naïf, mais quand je vous écoute, je pense que mes détracteurs ont raison. J'étais naïf, parce que ma question sera simple, les Français, vous les écoutez quand ? Parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que vous avez déjà presque toutes les réponses. Alors, on va laisser la première de vos 3 questions. On considère que Emmanuel Macron est présomptueux, c'est une affaire entendue, et que de toute façon, ça n'est pas un membre de son cabinet de nous le confirmer ou de l'affirmer. Et on passe à la deuxième question. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre, d'ailleurs. Comment trouvez-vous les Français et à quel moment les écoutez-vous? C'est un peu... On peut aussi dire que CNR, c'est Compagnie nationale du Rhône ou Centre national de référence pour les maladies infectieuses. Il ne faut pas avoir de malice. Non, blague à part. Deux éléments de réponse sur vos 2 questions, cher Richard. La première, comment avez-vous trouvé les Français? Nous les voyons tous les jours dans les CNR territoriaux, c'est-à-dire dans l'éducation. Je donne quand même quelques chiffres. Il y a 60 000 établissements scolaires en France, écoles, collèges et lycées. Il y en a 17 200, c'est-à-dire un tiers quasiment, qui ont renseigné une intention de concertation. Soit qu'ils ont déjà commencé, soit qu'ils ont même déposé un projet, soit qu'ils vont le faire prochainement. Pour être très honnête avec vous, nous ne nous attendions pas à un tel succès. Vous connaissez le climat morose en ce moment qui règne dans l'éducation nationale et dans les services publics en général. Donc c'est bien la preuve que cette idée d'une déconcentration au maximum des responsabilités, de la prise de décision, de l'organisation aussi des services publics est séduisante parce que ça redonne aussi du sens à la mission des agents publics, qu'ils soient enseignants, fonctionnaires hospitaliers, agents dans les préfectures. Nous les observons donc au quotidien, et ce que je remarque, c'est qu'il y a une plus grande facilité à participer à des exercices territoriaux, c'est-à-dire des exercices qui impliquent, au fond, l'école de mes enfants, l'EHPAD où sont ma grand-mère ou mes parents, la crèche de mon petit dernier, les transports publics dont vous parliez, Philippe, tout à l'heure, que j'emprunte tous les jours, c'est-à-dire, au fond, cette idée qu'il y a un lien entre l'action publique et plus singulièrement le service public et la citoyenneté. Nous en sommes, au fond, pardonnez-moi cette métaphore, nous sommes tous actionnaires, co-actionnaires du service public. Et je crois qu'il y a un lien organique entre la crise démocratique que nous traversons, qui est mesurable. On voit bien la défiance du baromètre de la confiance du Cevipof qui progresse, on voit bien l'abstention, on voit bien les partis populistes qui progressent. Mais cette défiance, elle s'enracine aussi dans le sentiment d'une inefficacité publique croissante.
une école qui n'est plus à même de délivrer la promesse d'égalité des chances ou de mobilité sociale. L'a-t-elle jamais été? Ce serait un autre débat. Un système de santé dont on voit bien, numerus clausus aidant, et pour plein d'autres raisons, qu'il se dégrade, avec des déserts médicaux, avec des renoncements aux soins, avec des inégalités de santé qu'on a mesurées très fortement pendant le Covid. C'est le cas aussi des transports publics. Il y a eu un certain nombre de controverses, notamment en Île-de-France. Donc on voit bien que cette attrition du service public et de l'action publique a un impact très fort sur la santé démocratique du pays. Et donc nous avons la conviction, avec François Bayrou, que c'est en réinventant la relation entre les usagers et leurs services publics, et plus largement entre les citoyens et les pouvoirs, que nous pourrons réparer, au fond, ce tissu démocratique qui est assez largement déchiré. Et ça fait le lien avec votre deuxième question, Richard. Il ne s'agit pas du tout de donner des réponses à la place des gens, puisque l'approche, franchement, sur l'éducation, ce n'est pas des éléments de langage, c'est une approche révolutionnaire par rapport à ce qui s'est toujours fait en France. C'est-à-dire que nous disons aux communautés éducatives, c'est vous qui allez construire le projet pédagogique adapté aux besoins de votre établissement. On l'a expérimenté dans le cadre du plan Marseille en grand. On a aujourd'hui plus de 75 écoles primaires qui, au fond, se sont lancées dans des projets. Certains sont extraordinaires, d'autres sont plus moyens. Mais ce qui compte, au fond, c'est la dynamique que ça fait naître dans un établissement et plus largement dans une communauté éducative. Je prends l'exemple que j'ai vécu d'un collège en REC+, avec beaucoup d'enfants issus de l'immigration, où les enseignants se sont réunis pour essayer de comprendre ce qui, au fond, clochait dans ce collège en particulier. Ils se plaignaient en salle des profs qu'il y avait beaucoup de fautes dans les copies, que les élèves avaient des difficultés d'expression, mais ils se sont emparés des données d'évaluation. Vous savez, on a des tests d'entrée en 6e, on a des tests de fluence qui permettent de mesurer la qualité d'expression orale, écrite. On regarde les résultats du brevet aussi. Donc, on peut suivre, grâce à ces outils d'évaluation, au fond, la trajectoire des élèves de la 6e à la 3e. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que presque 40% des gamins, en fait, étaient quasiment illettrés. Et aujourd'hui, le collège, il n'est pas pensé pour réparer l'illettrisme. Vous entrez au collège, vous avez des maths, de la physique, des sciences de la vie et de la terre, du sport, des arts plastiques. Mais il n'y a pas, au fond, de prise en compte de l'illettrisme quand on en fait le constat. Et au fond, le cadre qu'offre le CNR, c'est d'abord porter un diagnostic basé sur des données, faire travailler ensemble les enseignants sur ce diagnostic, très vite, autant que possible, associer les parents, associer les élèves. Je vous concède que c'est très difficile de faire venir les parents. Beaucoup d'enseignants m'ont dit, quand on invite les parents, on en a 5 ou 6 qui viennent, et ce sont toujours les parents les plus impliqués. On a du mal à faire venir massivement les parents. Faire travailler aussi les associations d'aide aux devoirs. Et au fond, ce diagnostic qui a été un choc pour l'équipe pédagogique, il a permis de construire avec des écoles primaires du secteur un véritable programme de co-intervention entre le CM2 et la 6e, parce que beaucoup de choses en fait se jouent à l'école primaire. Et donc on a des projets où on a des enseignants du primaire qui viennent soutenir les élèves de collège qui ont des difficultés d'expression, de lecture, de littératie. Et de la même manière, des très bons élèves de collège, au lieu de végéter pendant les heures de permanence, qui vont aller aider les gamins de CE2 ou de CM1 pour leur apprendre la lecture ou d'autres activités de ce type. On a la même chose sur l'apprentissage des sciences. On a la même chose sur les mathématiques par la manipulation concrète d'objets. On a récemment fait venir au commissariat au plan un projet qui s'appelle Sac à maths, qui est en fait une sorte de grand sac avec plein d'objets pour apprendre les mathématiques de manière expérimentale dès la grande section de maternelle. Et l'idée, c'est que ce sac à maths, qui est pensé à la fois par le collège et par les écoles primaires, accompagne l'élève jusqu'à la fin de la 3e et qui s'enrichissent au fil des années. Ce que je veux dire, c'est que là, on est en train, justement, non pas de donner des réponses a priori, mais au contraire, de déverrouiller la créativité et les initiatives. Et honnêtement, quand vous demandez au patron de l'éducation à l'OCDE, qui s'appelle Andreas Schleicher, quels sont les systèmes éducatifs qui se sont redressés ces 10 dernières années, il vous cite l'exemple du Portugal, il vous cite l'exemple de l'Écosse, il vous cite l'exemple de l'Allemagne, après ce qu'on a appelé le PISA choc. Et ces systèmes ont tous reposé sur les mêmes principes: confiance,
coopération, territorialisation, autonomie pédagogique. Et c'est exactement cet esprit-là que nous sommes en train d'essayer de faire souffler dans le cadre du CNR Éducation. Bon, moi qui relève plutôt de la mission sur le grand âge que de la mission sur l'éducation nationale, je peux vous dire que j'ai connu le sac à latin et le sac à grec. Je n'ai pas connu le sac à maths. Probablement, ça explique le reste de ma carrière pitoyable, mais c'est comme ça. Marc-Olivier Padis. Je voudrais... j'ai été très séduit, comme Richard aussi, par le panorama que vous avez commencé par dresser au début, les ambitions affichées, rebâtir notre modèle social, ce vaste coup d'œil transversal sur ce qui s'est passé depuis précisément l'ancien CNR, l'action publique, le service public, et finalement... merci de nous amener jusqu'au grain concret de ce qui peut sortir des consultations et des décisions. Mais pour le bien de la discussion, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas une certaine disproportion entre les ambitions que vous affichez et puis les réalisations qu'il faut faire, hein ? Et alors là, absolument sans aucune dérision, au bout du compte, ce qu'il faut, c'est quand même que les enfants apprennent à lire à l'école. Et ça... en soi, c'est pas révolutionnaire que les trains arrivent à l'heure, c'est ce que les usagers demandent. En soi, c'est pas révolutionnaire. Alors peut-être, pour tendre une perche, je dirais, il y a un terme que vous avez utilisé 2 fois, qui me semble vraiment très important, c'est adaptation. Ça, c'est peut-être révolutionnaire. Et pourtant, vous vous revendiquez de cette idée, disons, du service public républicain. En général, on n'arrivait pas à le concevoir de manière justement adaptée à des situations locales. C'est-à-dire, plus c'était homogène, mieux c'était. One size fits all, pour irriter les oreilles avec un peu d'anglais. Et donc, est-ce que c'est ça le cœur de la révolution, c'est l'adaptation? Alors, plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de 36 façons, dans des sociétés complexes, ouvertes et horizontales comme les nôtres, de transformer les services publics. Cet esprit de coopération, de différenciation, d'évaluation, d'expérimentation, il est absolument nécessaire si on veut non seulement sauver notre système de santé ou notre système éducatif, mais si on veut les hisser au niveau auquel on souhaite les hisser, c'est-à-dire refaire de la France une nation d'excellence mathématique où tous les élèves parlent parfaitement le français, si possible une autre langue étrangère, sont des bons citoyens, etc. Donc, c'est pas du micro-projet. Justement, c'est de l'action et c'est de la transformation. On a un peu du mal à comprendre ça dans un pays très jacobin où on pense que plus on annonce des grandes lois ou des grandes réformes, plus on a agi. En réalité, je crois que c'est tout le contraire. Ça suppose, c'est de la pâte humaine. C'est comme le bon vin. Ça nécessite des conditions de température, de pression qui sont extrêmement subtiles, extrêmement complexes et qui peuvent varier d'un terroir à l'autre. Alors, j'ai souvent entendu, y compris d'une partie de la gauche, le reproche de, au fond, faire du détricotage ou de faire de la différenciation qui contreviendrait au principe d'égalité républicaine. Eh bien, moi, je crois que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à force de vouloir assurer une uniformité, je ne parle pas d'une égalité, une uniformité de moyens, nous créons de l'inégalité de fait. Et ceux qui sont les plus pénalisés par ces inégalités de fait, ce sont souvent les plus défavorisés, les gamins qui sont dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, où les parents aisés fuient le système public. Ce sont aussi, bien sûr, c'est aussi l'offre de soins dans les déserts médicaux, dont je rappelle qu'ils ne sont pas limités à la ruralité, mais qu'on en trouve aussi beaucoup dans le périurbain et en quartier prioritaire. Et donc, ici, l'idée, elle est précisément de différencier et d'adapter pour réaliser les grands objectifs d'égalité, d'accès aux soins ou d'égalité devant l'éducation nationale qui sont le fondement de notre République. C'est-à-dire que on donne beaucoup de marge de manœuvre aux acteurs quant aux moyens, on donne beaucoup de liberté d'organisation, donc on rompt un peu avec la logique d'obligation de moyens. En revanche, on fixe une obligation de résultat. Tout ça doit servir à améliorer l'égalité réelle. Je prends un autre exemple dans le domaine de la santé. Nous constatons dans beaucoup de territoires des très graves difficultés d'accès aux soins, en particulier pour des populations en affection longue durée, c'est-à-dire des gens qui souffrent d'obésité, de diabète, des polypathologiques ou même des personnes âgées pour lesquelles le système échoue quand même assez largement à les prendre en charge et à les suivre. Eh bien, nous pratiquons exactement la même chose. L'objectif du CNR Santé, c'est de mettre autour de la table toutes les forces vives de la santé dans un territoire, c'est-à-dire l'hôpital, la médecine de ville. Or, le problème de la médecine de ville, c'est qu'elle est diffuse.
sont les cabinets des médecins généralistes, les pharmacies d'officine, les cabinets des infirmiers libéraux, les kinés, etc. Nous faisons en sorte, nous incitons, nous encourageons cette médecine de ville à s'organiser à travers des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. Alors ça paraît un peu techno cet acronyme, mais ce que ça veut dire, c'est juste d'amener des praticiens de ville, d'un territoire, à travailler ensemble et à partager des diagnostics sur, au fond, la situation, le bilan de santé du territoire. Et si on arrive à créer vraiment ces espaces de dialogue et de décision effectifs, territoire de santé par territoire de santé, avec l'hôpital, avec l'assurance maladie, avec la médecine de ville, si possible, organisée, avec les élus, avec l'État, où on regarde combien y a-t-il de médecins sur ce territoire. On va même plus loin. Quelle est la file active des médecins ? C'est-à-dire combien ils ont de patients à peu près. Et dans cette file active, est-ce qu'il y a suffisamment de patients à affection longue durée ? On peut découvrir dans certains territoires que les médecins ont des files actives élevées, satisfaisantes, mais que les patients malades chroniques n'ont pas de médecin traitant. Vous voyez, on partage ces diagnostics à un niveau de granularité et de précision élevé, et ensuite on prend des décisions en conséquence. Donc il y a des territoires où effectivement c'est le manque criant de médecins. Donc là, la priorité, c'est de rendre du temps médical. Donc, on va favoriser ce qu'on appelle l'exercice coordonné, c'est-à-dire différentes professions de santé qui collaborent dans une maison de santé pluriprofessionnelle. On va favoriser les délégations d'actes, c'est-à-dire que pour certaines infections bénignes, je prends l'exemple d'une cystite ou d'une angine, on n'a pas forcément besoin de repasser devant un médecin à chaque fois pour faire une ordonnance. On peut aller directement chez le pharmacien. On va favoriser l'embauche d'assistants médicaux qui permettent de décharger les médecins des tâches administratives. Bref, on rend du temps médical et on améliore l'accès aux soins. Et surtout, on installe un vrai dialogue qualitatif entre l'hôpital et la médecine de ville. En fait, ce qu'on est en train d'essayer d'organiser, c'est comme pour l'école, c'est la bifurcation du système de santé vers une approche plus territoriale. C'est-à-dire qu'un médecin, ce n'est pas simplement le colloque singulier qu'il entretient avec un patient, il a une responsabilité vis-à-vis d'une population et vis-à-vis d'un territoire. Et c'est une obligation déontologique d'une certaine manière. Et ça, c'est un peu comme pour l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on fait communauté autour de l'école, il y a une forte dimension territoriale, il y a une forte dimension de coopération et on sort, au fond, dans ce pays de contre-réforme qu'est la France, du colloque singulier entre le dépositaire de l'autorité et l'administré. Et ça, c'est un changement culturel, politique, au double sens de politique et de la politique publique, qui est absolument majeur. Et c'est normal, on n'en est qu'au début, que ce soit encore balbutiant et que ce soit encore tâtonnant. Il y a quelque chose quand même d'assez souriant, c'est que pas mal des choses dont vous venez de parler sont des retours vers le passé. Je pense par exemple que si on lit les mémoires des instituteurs ou des enfants d'instituteurs, ou si on lit, je ne sais pas, de Marcel Pagnol à Mona Ozouf, on voit bien que la règle de l'instituteur de province, c'était de s'adapter précisément comment dire, à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ADN culturel, enfin bref, au bagage ethno-culturel de ses élèves. Et que là, d'une certaine manière, en permettant aux pharmaciens de vacciner ou de suivre tel ou tel, on est en train de réinventer les officiers de santé qui ont été des intermédiaires. Très bien, d'ailleurs, il n'y a aucune raison. Ce qui m'amène à une autre constatation pour l'éducation nationale. Je me demande si cette uniformisation de l'éducation nationale, cette bureaucratisation, ce système de surveillance dont vous avez parlé tout à l'heure, assez pitoyable, il faut bien dire, ne remonte pas à moins longtemps qu'on ne le croit. Je ne suis pas sûr que ça remonte au-delà de mai 68. Je veux dire, à partir du moment où le pédagogisme est devenu une sorte de règle distribuée universellement et un impératif catégorique et où la pression a été très forte et beaucoup plus la pression de la communauté enseignante que la pression de l'administration. Mais tout ça pour vous dire que je suis en désaccord avec vous sur... vous avez employé le terme d'actionnaire de la SNCF. Et moi, je ne veux pas d'actionnaire de la SNCF, pas plus d'ailleurs que je ne veux je ne veux ni du macronisme de la start-up nation, ni du référendumisme de notre ami Richard. Je ne veux pas que la gestion de la SNCF soit soumise à référendum, parce que je sais très bien ce qui va se passer. Il va se passer que les gros vont, comme d'habitude, écraser les petits. La SNCF, elle n'est pas la nation, la start-up nation, tant que vous voulez, mais moi, je m'intéresse à la start-up république. La SNCF, elle est à la République. C'est la République qui a décidé qu'on allait ou bien nationaliser certaines lignes, en racheter d'autres, en créer certaines, et ce faisant, elle a développé
et ce qu'elle sait faire, et elle seule, et pas la consultation girondine, et Dieu sait si je suis plus volontiers girondin que jacobin, mais pas la consultation de tous les gens qui vont vous répondre « Ah oui, ça absolument d'accord, but not in my backyard », pour faire comme Marc Olivier, et moi qui me prêche tout le temps contre l'utilisation de l'anglais, me mettre moi-même en faute avant de vous donner l'occasion de réagir à ce que je viens de vous dire. Alors, le mot actionnaire était évidemment une boutade. C'était une façon de dire que les services publics sont une composante de notre lien de citoyenneté. Nous ne sommes pas simplement des électeurs qui mettons un bulletin dans l'urne une fois tous les 5 ans. Nous sommes aussi des usagers du service public. Et l'éducation et la santé, c'est tellement important parce que nous avons tous affaire à ces institutions. Alors pour la santé, le moins possible, je nous le souhaite. Mais nous avons tous eu affaire, nous avons tous affaire et nous aurons tous affaire, nous-mêmes, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, à ces grands services publics. Donc ils sont vraiment au fondement de notre pacte républicain. Et quand je parlais d'actionnaires, en réalité, c'était plutôt pour dire une école, un hôpital, c'est pas simplement une affaire de recteur ou d'ARS, c'est pas simplement une affaire de technostructure qui va ventiler des moyens, qui va organiser par voie de circulaire la façon dont ces services s'organisent. C'est aussi une affaire d'usagers. Il y a des patients, il y a des élèves, il y a des parents d'élèves, et tous ces gens, en fait, ils participent à la production du service public pour une raison très simple, c'est que l'apprentissage d'un gamin, il ne s'arrête pas sitôt que la porte de l'école est franchie. Il continue dans les activités périscolaires, au sport, à la musique, pour ceux qui ont la chance de pouvoir en faire, et il continue dans la famille. Et donc l'idée de pousser un peu les cloisons et de faire travailler ensemble la communauté éducative au sens fort du terme, et de casser aussi cette culture très silotée qu'on a en France, où on a d'un côté l'État qui est chargé de la pédagogie, et de l'autre, les collectivités territoriales qui sont en charge de l'immobilier, du matériel, et tout ça ne se parle pas très bien. L'idée, c'est justement de faire vraiment corps autour de tout ça, puisque tout ça est lié. Je prends un exemple très simple. On va avoir une gigantesque opération, ça a déjà commencé, mais qui va s'accélérer dans les mois et les années à venir, sur à la fois la végétalisation des cours d'école, la rénovation thermique des écoles. On va créer sans doute beaucoup de potagers, de jardins, de petites serres. C'est une occasion formidable de faciliter l'éducation aux sciences, de repenser l'espace scolaire en amenant, quand c'est possible, plus de cours à l'extérieur, en tout cas de repenser le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté le bâti scolaire et de l'autre la pédagogie. Tout ça fait système. Et l'idée qui préside à ces CNR, éducation ou santé, c'est justement d'amener toutes les parties prenantes, parlons de parties prenantes plutôt que d'actionnaires, à faire bloc autour du service public. Je pense que ça sera amusant un jour d'essayer de comprendre à quel moment l'élevage des têtards, les faire pousser des trucs de haricots, etc. et toutes les activités de type aller aux champignons quand c'était le moment des champignons a disparu au profit d'un discours sur le champignon, la nature du champignon, etc. Pardon de cette saillie. Richard Verly. Alors moi j'ai découvert un mot aujourd'hui, le référendumisme. Alors permettez-moi Philippe de vous donner un exemple, parce que je sens que votre inquiétude vis-à-vis du référendum tient dans le fait qu'une fois qu'on consulte le peuple, en gros, les puissants ont toujours raison. Eh bien, je vais vous donner un contre-exemple. Il n'y a pas longtemps une votation en Suisse sur le service public de la radio-télévision. Il y avait une initiative pour baisser la redevance du service public de radio et télévision. Eh bien, cette initiative, elle a été rejetée. C'est-à-dire que le peuple suisse, à plus de 70%, a décidé de continuer à payer une redevance d'environ 500 € par an pour conserver un service public de radio-télévision qui incarne la Suisse dans toute sa diversité. Donc, croyez-moi, la SNCF, qui en Suisse s'appelle les chemins de fer fédéraux, devant les électeurs, elle gagne toujours si elle donne un service que les gens jugent efficace et approprié. Maintenant, je me retourne vers David. Il y a un mot que David a employé à plusieurs reprises, c'est le mot de confiance. Encore une fois, pardonnez ma naïveté, mais je fais partie de ceux qui avaient été séduits en France par le grand débat national, organisé donc à la suite de la crise des Gilets jaunes et qui lui aussi affiche un nombre de contributions absolument ahurissant. Pascal Perrineau, je crois que nous en avait peut-être même parlé, en tout cas je l'ai entendu en parler à plusieurs reprises, de ces contributions citoyennes qui avaient été envoyées, j'imagine, dans l'espoir que les choses changent ou que les choses bougent. Comment vous allez faire pour que le public, le grand public,
pas les publics catégoriels que vous évoquez, pas les enseignants, pas les fonctionnaires des services publics, le grand public, comment vous allez faire pour qu'il ait confiance dans votre institution et surtout dans la capacité de votre institution à produire quelque chose qui souvent intéresse les électeurs, c'est-à-dire des résultats? Alors, plusieurs choses. D'abord, nous ne sommes pas une institution. Philippe parlait tout à l'heure d'un organisme. C'est une démarche, le CNR, qui est effectivement administrativement logé auprès du haut-commissaire au plan François Bayrou, avec une minuscule équipe de 3 personnes, parce que c'est une initiative largement décentralisée. C'est-à-dire que ce sont les acteurs, les agents publics qui sont en charge de conduire les choses sur le terrain. Mais attends, concrètement, ça se passe comment? Il y a dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans les rectorats, etc., des correspondantes. Oui, alors, très concrètement... C'est comme autrefois l'Académie des sciences morales et politiques. Je prends l'exemple exprès, parce que l'Académie des sciences morales et politiques est à l'origine d'une production extraordinaire de connaissances de la société française qui ont permis de comprendre comment se posait la grande question du 19e siècle, qui est la question sociale, à partir de quoi, en prenant les synthèses notamment de Villermé, Marx a écrit et l'Église a élaboré sa doctrine sociale, qui ne vont dans la même direction, ils ne vont évidemment pas dans la même direction, mais ça a été un travail formidable. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui que l'Académie des sciences morales ait pu être aussi active, mais elle a mis en branle, si je puis dire, toutes les sociétés locales, philanthropiques ou savantes, qui pouvaient faire monter de la connaissance de la société. Est-ce que ça ressemble à ça, votre Oui, ça système, ressemble à ça. Moi, je dis c'est un peu de l'acupuncture aussi. C'est-à-dire que quand vous avez le corps qui est un peu bloqué, c'est parce qu'il y a des points énergétiques qui circulent mal. Et l'idée, c'est justement de donner aux acteurs des méthodes, des instruments, des financements pour essayer de faire circuler à nouveau l'énergie et de la manière la plus décentralisée possible. Moi, je défends l'idée que c'est un formidable levier aussi pour l'État territorial. Parce que vous voyez bien qu'avec la décentralisation, les missions de l'État territorial ont un peu basculé vers davantage d'évaluation, de contrôle, de sanctions. Et je ne crois pas du tout à ces théories néolibérales qui disent que les fonctionnaires prennent plaisir à être des bureaucrates tatillons. Tous les fonctionnaires de terrain que j'ai rencontrés, il y a des gens formidables. Ils aiment être au contraire des ingénieurs de projet, des facilitateurs, des gens qui changent la vie des gens. C'est pour ça qu'on choisit l'action publique. On ne choisit pas l'action publique pour avoir un salaire à vie, fût-il très modeste. On choisit l'action publique pour changer la vie de ses concitoyens. Et donc, je vois dans les exercices sur le climat aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, des agents des DDT, les délégations départementales des territoires, qui sont les ingénieurs, qui conseillent les collectivités et les acteurs sur le terrain. Je vois dans l'éducation, je vois dans la santé, des gens qui prennent beaucoup de plaisir à conduire ces exercices. Richard, je suis obligé d'être en désaccord avec vous quand vous dites, au fond, ce sont des publics catégoriels. Oui, il y a les enseignants, il y a les médecins, il y a les soignants, mais l'école et la santé ne sont pas des publics catégoriels. Nous sommes tous concernés par ces institutions. De la même manière qu'un dirigeant de l'audiovisuel public me disait récemment qu'un Français sur 2 regardait France Télévisions, 2 Français sur 2 ont affaire à l'école et à la santé au moins à un moment de leur cycle de vie. Donc ça nous concerne tous et il me semble que la confiance, c'est ce que montrent d'ailleurs toutes les enquêtes du Cevipof, elle se reconstitue surtout dans la proximité, dans la confiance interpersonnelle, dans la relation à autrui, sur le terrain. Et c'est pour ça que nous investissons autant les services publics de proximité, c'est pour ça que nous investissons autant la transition écologique sur le terrain, parce que c'est le meilleur moyen d'engager les citoyens, mais aussi les professionnels, les élus, dans une démarche de construction collective qui, au fond, est de nature à recréer de la confiance. La confiance, elle ne se décrète pas et elle ne se recréera pas par des discours creux, elle se recrée dans les actes. Marc-Olivier Padis. Et ce que j'entendais aussi dans la question de Richard à l'instant, c'est une question plus politique finalement. C'est quel est le dividende politique de tout ça? C'est un peu ce qui avait manqué au grand débat national, qui s'est plutôt bien déroulé, mais c'est le débouché finalement. Or, ce que vous nous présentez, qui est très intéressant, est par essence non synthétisable. Ça semble compliqué d'en tirer un résultat factuel à présenter aux électeurs. Or, hormis la méthode, mais pour rester dans une question politique, on entend bien l'éloge de la coopération, de la flexibilité, de la coordination, de la proximité, sauf que ce n'est pas l'image que donne le gouvernement et encore moins le président de la République. Et donc là, ça crée quand même un porte-à-faux. Mais si on s'y met sérieusement, Marc-Olivier, et ça veut dire qu'il faut que culturellement, tout le monde en soit convaincu. Dans toutes les sphères de l'État,
on peut améliorer significativement par cette méthode les résultats de nos enfants en français et en mathématiques. Ça, c'est un dividende politique quand même. C'est-à-dire que le dirigeant ou les dirigeants qui pourront être crédités d'avoir redressé le système éducatif français, qui est en déclin, c'est un fait, mesuré par toutes les études depuis 30 ans, je pense qu'il aura au moins a posteriori, à titre d'héritage, du dividende politique. De la même manière, les problèmes d'accès aux soins, qui sont les problèmes numéro 1 sur lesquels on interpelle les élus. C'est l'accès aux soins, c'est le problème numéro 1, la santé. Si on arrive à trouver des solutions plus coopératives qui, sans être la panacée, améliorent à la fois la qualité des soins de premier recours, permettent à chaque Français malade chronique d'avoir un médecin traitant, désengorge un peu les urgences. Tout ne va pas venir de ces solutions coopératives et territoriales. Je pense qu'il y a aussi des réformes structurelles s'agissant de l'hôpital qui sont d'envergure nationale. Mais beaucoup de choses peuvent être résolues par une application rigoureuse et dans le temps long de cette méthode. Donc le dividende politique, c'est surtout un dividende de politique publique. Et c'est vrai que la temporalité du CNR est assez incompatible avec la temporalité politique à laquelle nous sommes désormais drogués avec les masses médias et les réseaux sociaux, c'est-à-dire une actualité chasse l'autre, des annonces pour faire droit à un fait divers ou à un événement dont tous les médias parlent, et puis la semaine d'après, on est passé à autre chose. Non, transformer l'éducation nationale, ça suppose de la constance, ça suppose de la persévérance, ça suppose du temps. Mais vous savez, tous les grands chefs d'entreprise qui ont réussi de grandes transformations, ils vous le disent. Transformer une entreprise, c'est décider lentement, mais exécuter vite. Je crains que le problème de la politique à l'heure des masses médias, c'est qu'on décide vite, mais on exécute lentement, voire on n'exécute pas du tout. Il faut renverser la perspective et retrouver le goût de la transformation, parce que c'est comme ça qu'on aura des résultats, c'est comme ça qu'on changera la vie, et j'en suis intimement convaincu, c'est comme ça que la confiance reviendra sur les actes et sur les résultats. Elle ne reviendra pas sur les grands discours. Je vous aurais volontiers interrogé sur le déficit de notoriété de l'activité du CNR, mais je pense qu'il nous reste à peine un quart d'heure, que ce serait dommage de ne pas aborder les questions liées au changement climatique. Est-ce que vous demandez sur ce plan-là quelle est l'activité du CNR et quels en sont les résultats, mais dans une formule compacte par la force des choses, car les heures, jusqu'à ce que le CNR s'en mêle, ne comptent que 60 minutes. Merci Philippe de m'interroger sur cette question qui est pour moi une des plus importantes en réalité. Je dirais que si nous parcourons les 50 dernières années et que nous faisons une petite histoire politique de la prise de conscience du changement climatique, nous avons traversé successivement 2 périodes. Il y a eu, à partir des premières alertes environnementales des années 60, pensez au Club de Rome et au rapport Meadows, une période où les lanceurs d'alerte, principalement les scientifiques, alertaient et, il faut bien le dire, étaient seuls, prêchaient seuls dans le désert. De la part de la classe politique et du monde industriel, on a même eu, à partir des années 80, une accélération dans le capitalocène, c'est-à-dire, au fond, le dérèglement écologique sur fond d'extraction d'hydrocarbures, d'activités industrielles, de finances dérégulées, etc. À partir de la fin des années 90, je dirais, et des années 2000, nous avons eu une deuxième période. Cette période, c'est celle d'une prise de conscience plus large, dans des pans plus larges de l'opinion, y compris des gouvernements. Et donc, la bonne volonté, petit à petit, est venue. Et nous avons construit, l'accord de Paris de 2015 en est vraiment le summum autant que le symptôme, des trajectoires de décarbonation d'ici 2030, d'ici 2050, dans tous les pays, dans tous les secteurs. Voilà, on a quantifié les efforts à faire, si vous voulez. On a fait des planifications en tout genre. Et ça fait 15 ans, en réalité, qu'on fait des planifications en tout genre. Le rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz, qui est techniquement excellent au demeurant, c'est un peu la dernière pierre en France de cet effort de planification écologique qui a été engagé avec notamment la création du secrétariat général de la planification écologique. Donc je précise qu'il a fait un travail absolument remarquable, y compris sur des secteurs sur lesquels on n'arrivait pas à sécuriser de l'expertise et surtout des compromis interministériels. Je pense à l'eau, je pense à l'agriculture, et des secteurs difficiles sur lesquels il y avait encore, y compris au sein de la sphère publique, des désaccords. On a réussi à sécuriser cette expertise. On est maintenant à un carrefour. Le sujet, c'est en moins de 10 ans, si on veut tenir les objectifs ajustement 55%, c'est-à-dire faire 55% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90, qui est un jalon
essentiels pour atteindre le net zéro en 2050, il va falloir qu'il y ait un immense mouvement sociétal, une immense mobilisation industrielle, agricole et de la société civile en général pour s'engager dans la voie de la transition et de la décarbonation. Et ce qu'on voit, c'est que faire des plans qu'on comptabilise en millions de tonnes équivalent CO2 ou en milliards d'euros d'investissement, ça ne se traduit pas immédiatement par des actions pour une simple et bonne raison, c'est que le réel est infiniment plus complexe. C'est-à-dire que dès que vous faites atterrir dans la réalité vos objectifs de décarbonation, vous voyez qu'ils sont en contradiction. Ils peuvent être en contradiction avec des besoins essentiels. Prenons l'exemple du logement. J'étais, il y a quelques semaines, à Mauvezin, petite ville du Gers, dans un ensemble d'intercommunalités qui s'appelle les Portes de Gascogne, qui n'est pas très loin de l'agglomération toulousaine. Quelle est la situation du département du Gers sur le plan du logement ? C'est un département dans lequel il y a 110 000 logements. Sur ces 110 000 logements, vous avez 90 000 maisons individuelles, avec en moyenne 5 pièces. Donc vous voyez, ce sont des maisons, c'est de l'ancien, des maisons paysannes, assez vastes, parce que les familles étaient nombreuses, dans laquelle vivent pour l'essentiel des ménages de plus en plus âgés. Ils ont vieilli avec leur maison d'une certaine manière. Vous comprenez bien que écrire dans un tableau Excel qu'il faut rénover l'ensemble du parc de logements privés et le faire rénover effectivement par des ménages qui vieillissent, qui n'utilisent pas très bien Internet, qui ne comprennent rien aux devis des artisans, avec une offre d'ailleurs très diffuse d'artisanat pour la rénovation, qui ne permet pas toujours de faire des rénovations profondes, avec des factures qui explosent, parce que rénover une passoire thermique de 5 pièces, une vieille maison de campagne, ça peut être une tannée absolue. Vous voyez déjà que l'atterrissage dans le réel de ce simple objectif de rénovation thermique, il est extrêmement complexe, tant du côté de l'offre, pas assez d'artisans, pas assez structurés en filière, que de la demande des ménages vieillissants qui n'ont pas forcément accès à l'information. Si vous ajoutez à ça d'autres contraintes, quelles sont ces autres contraintes ? Le fait que vous avez une agglomération toulousaine en croissance, dans laquelle il y a beaucoup de jeunes actifs. Il y a plein d'ingénieurs qui travaillent chez Airbus, qui en ont marre de vivre à Toulouse, parce que l'immobilier est trop cher, la ville est polluée, encombrée, etc. Et qui donc iraient bien vivre à la campagne dans le Gers. Mais ils ne trouvent pas de logement adapté à leurs besoins, parce que quand on est un couple seul ou un couple avec 1 ou 2 enfants, on ne va pas louer une maison de 5 pièces. Eh bien, vous voyez qu'il y a une nécessité de mettre tous ces gens autour de la table, les habitants, dans la diversité de leur profil, les acteurs du BTP, les associations d'aide au logement, les collectivités territoriales, les services de l'État, pour essayer de dessiner des solutions qui permettent de conjuguer à la fois l'impératif de décarbonation et la nécessité de loger une population en croissance ou qui aspire à d'autres modes de vie. Et là, on aboutit à des solutions créatives. Et c'est comme ça qu'on va réussir la transition écologique. Quelles sont ces solutions créatives ? Par exemple, quand on a un couple de personnes âgées vieillissantes qui n'arrivent plus à monter les escaliers, on peut imaginer un partage du logement si on a une maison surélevée avec 1 ou 2 étages. Et on peut imaginer de proposer à un couple de jeunes actifs en provenance de Toulouse d'habiter dans un étage de la villa et, à travers des ingénieries un peu innovantes, de partager les frais de la rénovation thermique du logement. De la même manière, dans une banlieue pavillonnaire, on a parfois des ménages vieillissants qui vivent dans des pavillons avec un grand jardin qu'ils utilisent moins qu'avant. On peut imaginer d'installer un petit logement pour un étudiant. On peut imaginer des solutions comme ça qui permettent en réalité de conjuguer les objectifs climatiques, c'est-à-dire rénovation thermique, mais aussi continuer à produire du logement sans artificialiser comme on l'a fait ces 40 dernières années, et d'autres objectifs, à savoir loger dans des conditions décentes les populations. Ce travail de créativité, pardonnez-moi l'anglicisme, de design thinking, c'est-à-dire de confrontation de points de vue pour essayer de trouver des solutions idoines, adaptées au territoire, il ne peut être fait qu'en situation. C'est ce que j'appelle de l'expertise en situation. Si nous n'arrivons pas à déverrouiller cette créativité et ces initiatives à grande échelle, nous ne réussirons pas la transition écologique, même avec la meilleure volonté du monde et même avec les meilleurs ingénieurs et les meilleures planifications du monde. Pardon, mais vous parliez tout à l'heure de la différence entre la loi qui est votée par l'Assemblée et le travail dont vous venez de parler, qui est fait par le CNR et qui pourra être fait par d'autres quand le CNR aura passé la main. Mais la loi est absolument contraire au travail que vous faites. La loi a déjà décidé que on ne pouvait pas vendre et on ne pouvait pas louer les maisons qui ne présentent pas les garanties d'isolation qui sont à peu près inatteignables par la plupart des gens pour des raisons
raisons financières que vous venez d'évoquer vous-même. Je vous donne un exemple, je le dois à Laurent Davzy, à qui j'avais soumis la situation du canton, de l'ex-canton, puisque maintenant ils ont changé, mais dans lequel je suis installé dans l'Aveyron, enfin en tout cas j'ai une maison dans l'Aveyron. 78% des résidences secondaires appartiennent à des gens dont le domicile est dans le canton. C'est-à-dire des gens qui ont hérité parce qu'une tante est morte, parce qu'un cousin, etc., d'une maison dont ils n'ont absolument rien à faire, pour laquelle maintenant ils payent des taxes supplémentaires comme s'ils avaient choisi de s'acheter une résidence secondaire pour aller passer d'un bout du village de 800 habitants à un autre bout du village de 800 habitants. Et tout ça est en train d'aboutir à la destruction d'un patrimoine bâti qui lui-même a évidemment un rôle considérable dans l'attraction touristique de cet endroit. Donc en fait, la loi, dans le domaine que vous venez d'évoquer, elle est contre vous. On peut voir les choses un peu différemment. Je prends l'exemple du zéro artificialisation nette. Si effectivement on se contente de dire c'est zéro artificialisation nette en 2050 et ensuite de manière arithmétique, on doit réduire la délivrance des permis de construire de manière homogène, vous voyez, avec pas une tête qui dépasse, ça va créer des catastrophes. On voit déjà dans la ruralité à quel point ça s'agite et pour des bonnes raisons. En revanche, on peut dire que effectivement stopper l'artificialisation délirante à laquelle nous nous sommes livrés depuis 40 ans, c'est un objectif d'intérêt national, donc il est juste que le législateur le vote, mais il faut trouver les moyens de concilier ça avec d'autres objectifs, notamment celui de loger décemment les populations. Et donc, ce travail de design thinking, de co-construction, de création de solutions nouvelles, il doit être fait dans les interstices de ce que la loi fixe. Ensuite, effectivement, il peut y avoir des lois... qui n'ont pas beaucoup d'interstices, comme il peut y avoir des situations de marché qui n'ont pas beaucoup d'interstices, car pour rester sur la question du logement, si vous prenez les gens qui habitent le long de la bande côtière, de toute la bande côtière en France, peut-être à l'exception de la Manche, et encore je ne suis pas sûr, pour se loger eux-mêmes là où leur famille a vécu, là où eux-mêmes ont grandi, c'est aujourd'hui devenu impossible, étant donné la manière dont le tourisme a fait monter les prix. Donc ça fait quand même des marges, alors j'espère qu'on y reviendra un jour, mais ça fait des marges que je trouve un peu faibles. Bon, il nous reste 3 minutes, mais mon camarade référendiste est en train de bouillir sur sa chaise, donc allez, Richard, une dernière question courte pour une réponse brève. C'était une question très simple, c'est le mode d'emploi des prochains mois. Pourrez-vous nous dire à quoi doit-on s'attendre du côté du CNR, le calendrier, le type de rapport ou d'initiative que vous allez prendre? Vous avez cité tout à l'heure un projet de loi, ou c'est Philippe qui l'a cité, qui déjà est le résultat de vos réunions. Voilà, un peu avoir la cartographie de l'avenir immédiat du Conseil national de la refondation. Bon, toutes les concertations nationales sur le logement, sur le vieillissement, sur les transports, elles se sont clôturées ou elles sont en train de se clôturer. Et ensuite, elles donnent lieu à des plans d'action gouvernementaux qui sont jugés plus ou moins satisfaisants par les acteurs. Mais bon, c'est un processus itératif aussi. Il ne faut pas s'arrêter, par exemple, sur le logement, à ce qui a été annoncé. C'est juste, comme l'a dit Olivier Klein, le ministre du Logement, un point de départ et pas un point d'arrivée. En revanche, ce que nous sommes en train d'engager sur le terrain, que ce soit dans l'éducation, dans la santé ou pour aborder la transition écologique, c'est un processus continu, en continu. Moi, j'espère bien, enfin, je le dis presque en plaisantant, mais je suis un peu sérieux quand même, que, au fond, le CNR s'auto-dissoudra quand l'action publique aura été réinventée, quand l'État travaillera différemment et quand les relations entre les citoyens et les pouvoirs auront été profondément remodelées dans le sens d'un plus grand poids donné à la base. Normalement, c'est là que l'ensemble du cœur dit « Amen », mais non, l'ensemble du cœur va dire « Merci ». Au revoir et à la semaine prochaine pour nos auditeurs. Et d'ailleurs, vous êtes aussi de nos auditeurs, David, en attendant que vous redeveniez un de nos contributeurs. Je remercie Étienne Billon, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium auquel vous pouvez vous abonner. Et j'ai le plaisir de vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Il ne se passe pas de semaine sans qu'il y ait une moisson d'abonnés nouveaux à ce compendium. Il est gratuit. Si ça vous donne l'idée de contribuer à nos finances, ne vous gênez pas. Je ne sais pas pourquoi nous sommes gratuits en toute chose. Nicolas Tourneau, qui veille au site et aux transformations qui nous sont imposées par les changements dans les plateformes de diffusion que le
le diable les emporte. Olivier Magloire, qui lui veille aux questions liées précisément au financement, c'est-à-dire qui répond notamment à tous ceux d'entre vous qui ont des soucis avec leur carte de crédit qui est venue à expiration et qui voudraient quand même continuer à financer le nouvel esprit public. Merci à Thibaut Delage qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique. Merci à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui produisent notre émission. Et rendez-vous la semaine prochaine mercredi pour un BADA et la semaine prochaine pour un nouvel esprit public.